Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et bienvenue à cette deuxième session de formation dans le cadre du programme Vol de nuit qui va porter ce soir sur les cris de vol nocturne des gomme-mouches, des rouges-gorges et du pipi des arbres. Elle va être présentée par Frédéric Casaban qui a une sacrée expérience sur le sujet et qui est un des sites les plus anciens de suivi de la migration nocturne en France. Donc c'est chouette de l'avoir ce soir avec nous pour nous parler de ça. D'avance, Fred, merci beaucoup du temps que tu as consacré à préparer cette formation et de ton temps ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est agréable de pouvoir un peu avoir ce partage de connaissances entre pratiquants de la NOCMIG en France. C'est assez rare qu'on ait l'occasion de se voir et de discuter comme ça. Donc c'est vraiment chouette. Je vais pas prendre plus de temps et je vais te laisser la parole. Juste avant ça, je voulais juste, je sais pas si tu avais prévu de le faire dans la formation, mais remercier les travaux de Julien Rochefort qui a pas mal défriché le sujet, notamment sur les gomme-mouches gris et rouge-gorge pendant le confinement, là, qui a fait un sacré travail et qui nous a permis de bien avancer dans l'identification de ces deux espèces-là. Même pas mal d'autres gens ont travaillé sur le sujet, mais Julien a permis d'y voir un peu plus clair. Il a bien vulgarisé et partagé ses résultats à ce moment-là, donc c'est assez pratique. Donc je te laisse la parole et puis je te laisse commencer. Très bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par vous partager mon écran. Ça sera la première chose. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça m'a l'air bon. Ça a l'air bon? OK, parfait. Donc, écoutez, merci à tous et à toutes, pour votre présence ce soir. Donc, le but de cette formation numéro 2, ça va être l'identification donc des cris de vol nocturne des 2 espèces de gomme-mouche, le gris et le noir, du rouge-gorge familier et du pipite des arbres. Alors avant de commencer, un petit préalable. Comme ce sont des espèces qui, ont des cris, qui sont relativement aigus, fins, voilà, je vous conseille d'utiliser un casque ou des écouteurs, pour écouter les séquences que je vais vous passer ce soir. Sachez par ailleurs que tous les spectrogrammes que vous allez voir sont présentés en taille de fenêtre 512 ou 1024, ceci pour avoir une meilleure résolution et notamment pour visualiser bien les modulations, hein, sur les bandes de fréquences. Alors si ce paramètre, vous est totalement inconnu, je vous incite à aller, regarder, les tutoriels sur le projet vol de nuit, du site de la LPO pour, plus de détails là-dessus. Sachez ensuite, voilà, que les critères de détermination, hein, des cris, nocturnes sont toujours basés sur les cris, diurnes, sauf exception faite du gomme-mouche gris, donc, comme Paul vous l'a dit précédemment. Et bien, Julien Rochefort avait fait, avancer les choses grandement, hein, puisqu'au début on confondait, certains cris de gomme-mouche noire avec ceux du gomme-mouche gris. Aujourd'hui, on a des critères qui permettent vraiment de différencier, les 2 espèces, comme je vais vous le montrer, tout à l'heure. Alors bien sûr, hein, la NOCMIC, c'est un domaine d'études récent, c'est pour ça qu'on est encore un petit peu en train de défricher le sujet et bien, il faut rester, humble, hein. On n'est pas à l'abri d'avoir encore des confusions sur certains types de cris qu'on attribue à une espèce ou à une autre aujourd'hui et qui pourraient bien, être le fait d'une autre espèce. Donc, voilà, il faut avoir aussi ce recul-là sur ce domaine d'études qui est relativement récent. Enfin voilà, je voulais vous préciser que tous les enregistrements que vous allez entendre ce soir ont été réalisés dans le cadre de mes suivis, donc que je réalise sur Tarnos. Moi, je suis dans le sud-ouest de la France, pas très loin de Bayonne. Je suis à 5 kilomètres du littoral atlantique et également sur un site à Anglette, hein, le parc écologique d'Isadia, qui est lui situé à 400 mètres du littoral. Donc voilà, on est, voilà, sur 2 sites, littoraux et basés sur le sud-ouest de la France. Et écoutez, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec le pipi des arbres. Donc pour chaque espèce, je vais, vous dérouler, hein, d'abord, je vais vous faire écouter un groupe en migration, qui pique et ensuite, des cris caractéristiques, les cris secondaires. On va parler ensuite des confusions possibles et enfin, un petit point sur la phénologie de chaque espèce. Donc, eh bien, écoutez, je vous propose tout de suite de commencer avec un groupe de pipites des arbres en migration, donc fin août 2021. Il est 6h25. Je vous laisse écouter. Normalement, ça devrait fonctionner.
fonctionné? Ouais, nickel. Bon. OK, donc là, un groupe de migration, ouais, nocturne, fin août. Donc déjà, vous avez pu entendre ce cri typique. Alors, il y en a de 2 sortes, si vous avez bien tendu l'oreille. Il y en a un qui est très bourdonnant, un psi, très fortement modulé, et un autre ensuite qui est beaucoup moins modulé. On va commencer par le très modulé, le bourdonnant. On réécoute, ici une séquence simplement avec ce cri bourdonnant, vraiment typique. OK, donc vraiment très bourdonnant. Ça forme une sorte de sourcil relativement dense, bien dessiné. On a une patte avant, une patte arrière, en général, pour les mieux, caractériser. Les modulations sont rapides. Quand je vais parler de modulation, c'est vraiment, hein, les montées et les descentes que l'on voit sur chaque cri. Ici, on les voit très, très peu. Elles sont relativement concentrées les unes sur les autres. Ça veut dire qu'en fait, elles sont très rapides. Ici, sur le pipi des arbres, typiquement, on a plus de 130 modulations par seconde. On va appeler ça le type 1. On a ensuite l'autre type qui, celui-ci est moins modulé. On va pouvoir voir les modulations. Je vous en ai fait une séquence. Écoutez. Donc on voit ici qu'à la différence du précédent, c'est en général plus court. Ça peut être, aussi variable au niveau de l'oreille. Ça peut être des ts, des pr, des tr. Soit plus ou moins court, hein. Donc on a des modulations qui sont visibles. On le voit bien ici sur le sonogramme. On voit bien les pointes vers le haut, les pointes vers le bas. En général, elles sont de durée plus courte. Et on va appeler ces variations les variations de type 2, d'accord? Modulation plus lente. Je vous parle ensuite d'un cri secondaire qui est beaucoup plus rare et qui passe souvent inaperçu. Alors j'ai été farfouillé dans ma sonothèque pour essayer de vous en montrer quelques exemples. On va l'écouter, on en discute ensuite. Vous l'avez entendu, c'est une sorte de petit sip très court et fin, relativement aigu. Sur le sonogramme, on voit que c'est un petit trait montant qui est fini par un léger crochet. Alors ce cri, évidemment, il passe souvent inaperçu quand il n'est pas associé avec un cri typique qui le précède ou qui le succède. Donc souvent, on va le mettre en indéterminé. Donc c'est un cri qui peut aussi être confondu, il faut faire attention avec d'autres espèces, hein. Donc voilà, restez prudent sur ce cri secondaire. J'en viens maintenant donc au cri composé que je vais donner comme diagnostic, hein, de l'espèce, puisqu'il va associer les cris que l'on a vus précédemment de type 1 très modulé, associés à des types 2 moins modulés. Je vous le fais écouter tout de suite. Donc ce cri composé de 2 à 4 éléments, comme vous avez pu le voir, est vraiment typique, hein, ce ts, pchit, lorsqu'il est émis. Le premier élément est souvent plus haut en fréquence et les suivants sont légèrement inférieurs. Les modulations sont plutôt de type 2, notamment sur les éléments 2, 3, voire 4. Chez le pipi des arbres, hein, le dénombrement est assez facile puisqu'un chaque individu possède un motif propre en termes de durée et d'intensité également. Donc, sur un groupe de migration, on va pouvoir arriver à dénombrer plusieurs individus s'il y a plusieurs formes de cris. Au niveau de la phénologie migratoire maintenant, vous avez peut-être déjà pu en noter sur vos stations d'écoute nocturne, puisque les pipites commencent à migrer à partir de la mi-mars et la migration se termine aux alentours de la fin mai. Le pic est attendu entre la mi-avril et début mai. En migration post-nuptiale maintenant, hein, la migration débute en début du mois d'août et va se prolonger jusqu'à début novembre pour les plus tardifs. Alors attention, je vais y revenir tout à l'heure, mais tous les pipites des arbres à partir d'octobre doivent être regardés avec la plus grande attention. Le pic post-nuptial est attendu entre la fin août et le début septembre. Au niveau des confusions possibles, 3 espèces en particulier, alors il peut y en avoir d'autres, mais on va se cibler vraiment sur ces 3-là.
Deux espèces et surtout à l'automne, à partir du mois d'octobre, où il va falloir faire très attention. La première, c'est le pipitado olive, qui est une espèce vraiment asiatique, qui est relativement rare en France, mais qui s'est déjà entendue et a été enregistrée en vol de nuit. Donc, faites très attention là-dessus. Et tout de suite, je vous fais écouter la comparaison entre les cris de ces deux espèces, pipitado olive et pipite des arbres. Je vous mets une série de 2 ou 3 pour que votre oreille s'adapte bien à l'écoute. Donc oui, le dos olive, je disais donc qu'il était plus aigu et plus court, comme vous avez pu l'entendre. Alors c'est dû à quoi? Si on regarde sur le sonogramme, hein, on met cette petite barre de 8 kHz qui va nous suivre tout au long de la formation. On voit que chez le dos olive, en général, ça atteint, voire dépasse les 8 kHz, alors que chez le pipite des arbres, il est en général en dessous. Certains cris peuvent atteindre 8 kHz, mais il faudra regarder d'autres critères. La descente est aussi plus rapide chez le dos olive que chez le pipite des arbres, ce qui lui donne aussi ce côté plus court. Enfin, les modulations, elles sont plus lentes chez le dos olive. Regardez, on arrive bien à voir chacune des modulations que l'on peut compter assez facilement. Chez le pipite des arbres, c'est beaucoup plus compliqué, les modulations sont plus concentrées. Donc chez le dos olive, en général, les modulations sont inférieures à 130 par seconde, alors qu'elles sont supérieures chez le pipite des arbres. Je vous mets également donc le pipite à gorge rousse, c'est le deuxième espèce avec laquelle il ne faut pas le confondre. Je vous le mets alors qu'en Europe occidentale, il y a aujourd'hui très, très peu d'enregistrements nocturnes de cette espèce-là. Tout simplement parce qu'en fait, si on regarde un peu plus loin, en Europe centrale, en Azerbaïdjan ou en Arabie Saoudite, le pipite à gorge rousse, pardon, est contacté assez fréquemment de nuit. Donc, il est possible qu'il puisse y en avoir quelques-uns, voire très, très rares, mais qui passent. Donc, c'est bien quand même d'avoir cette vigilance-là aussi. Donc, on écoute la comparaison entre les deux. Donc là, on entend un cri également très aigu et par contre beaucoup plus pur. On n'entend pas ce côté vibré qui est dû aux modulations, puisqu'en fait, chez le pipite à gorge rousse, les modulations, elles sont de très faible amplitude et elles sont très longues. Regardez, hein, notamment au niveau de la fréquence maximale, elle atteint également les 8 kHz. On a une bosse qui est assez caractéristique, hein, des cris du pipite à gorge rousse. Et ensuite, vous avez quelques vaguelettes qui sont de faible amplitude et qui dénotent en fait des modulations très, très lentes, pardon. Donc voilà, des caractéristiques qui permettent de le différencier du pipite des arbres. Ensuite, le gomme-mouche noir, hein, où on a aussi des risques de confusion. On ne va pas trop s'appesantir dessus puisque c'est la prochaine espèce que je vais vous montrer. Notez simplement que le gomme-mouche noir n'aura pas de pattes en avant et que ses modulations vont être beaucoup plus irrégulières. On va d'ailleurs le voir tout de suite. Et je vous fais écouter un groupe de gomme-mouches noires qui sont en migration nocturne fin août 2023 au-dessus de Tarnos. Écoutez. Donc là, vous avez entendu le classique, hein, très bourdonnant, tremblant, assez râpeux également. Sur le sonogramme, vous voyez que ça forme une sorte de double sourcil arqué et broussailleux cette fois-ci, hein, pas bien dessiné et dense comme précédemment. On a quoi? On a deux bandes parallèles qui sont plus ou moins convergentes vers la fin, avec un écart qui est supérieur à 1 kHz. Un des critères diagnostiques, hein, pour identifier cette espèce, ça va être les modulations qui sont ici très marquées, notamment en début de cri. Vous voyez ici, elles sont marquées irrégulières, beaucoup plus amples, vraiment en début de cri. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un critère qui est diagnostique. On regardera aussi la durée moyenne, hein, la durée des cris, qui est en moyenne de 130 millisecondes, avec une variabilité entre 100 et plus de 200 millisecondes également. Ce qui est intéressant aussi, c'est avec le gomme-mouche noir, c'est que ces variations sont infinies. C'est-à-dire qu'on va avoir des exceptions, et comme pour toutes les espèces que l'on va voir ce soir, l'identification, elle ne se base pas simplement sur un seul critère, mais
on va quand même essayer d'avoir un faisceau de critères pour identifier chacune d'entre elles de façon à peu près certaine. Pour illustrer toutes ces variations, je vous passe un petit medley que voici. Du coup, bon. Donc vous avez pu le voir, hein, on a décrit certains qui sont montants, d'autres descendants, certaines bandes qui s'écartent. Donc vous voyez que il y a des règles, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions et on va retrouver ça aussi, hein, sur les autres espèces que l'on va voir tout à l'heure. Un autre type de cri que j'appelle le cri secondaire, je vous le laisse écouter tout de suite, on en parle ensuite. Alors cette fois-ci, c'est une sorte de huit court assez puissant. Sur le sonagramme, ça forme une sorte de gaffe avec deux crochets. Le crochet du dessus est souvent assez peu marqué, voire totalement absent, ce qui n'enlève rien à l'identification de l'espèce, évidemment. Et soit il peut être émis de façon isolée, comme les premiers enregistrements, soit alors il succède un SR, comme on a pu l'écouter aussi sur cet extrait sonore. Donc, ce sont vraiment les cris typiques du gomme-mouche noir. Maintenant, au niveau de la phénologie, hein, alors, pour cette espèce-là, je vous ai mis les graphiques. Alors, normalement, je vous mets les filtres Trectelen pour la France avec suivi nocturne. Pour celui-là, j'ai dû utiliser tous les pays parce qu'en fait, il se trouve que le gomme-mouche noir est très, très peu enregistré en prénuptial. Donc, pour avoir un graphique phénologique à peu près cohérent, j'ai pris tous les pays. Vous voyez que la période de migration débute en avril et se termine vers la mi-juin, avec un pic qui est attendu à la fin avril, début mai. En migration post-nuptiale, les premiers sont entendus fin juillet et ça peut aller jusqu'à la mi-octobre. Le pic, c'est plutôt mi-août jusqu'à début septembre. Au niveau du dénombrement, alors j'ai la chance, moi, d'être dans le sud-est de la France où on a quand même pas mal de gomme-mouche noire qui passent en migration et d'avoir des séries. Donc voilà, moi, je peux vous assurer que le gomme-mouche noir, en tout cas, a aussi une identité dans son cri. Là, vous avez une série, hein, que j'ai rapproché volontairement les cris pour qu'ils rentrent sur un seul et même écran. Vous voyez bien que le gomme-mouche noir A, hein, a émis 4 cris qui sont plus ou moins identiques. D'accord? Alors évidemment, il y a peut-être une pointe ou deux qui n'y sont pas, mais en termes de fréquence, de forme, ils sont identiques. Vous avez ici également un gomme-mouche noir, le B, qu'on retrouve ici, avec un cri un peu plus intense. Et enfin, un dernier gomme-mouche noir, ici le C, qui lui n'a émis qu'un seul cri. Les confusions maintenant, alors elles concernent surtout les cris qui sont un petit peu lointains, où en général on n'a qu'une bande qui est visible. Et elles vont être essentiellement avec le pipit des arbres. Alors, ben, écoutez, je vais vous faire participer un petit peu, je vais vous faire écouter la séquence de cris suivante, et en fonction de tout ce qu'on a dit maintenant sur ces deux espèces, je vais vous laisser essayer d'identifier par vous-même à qui appartiennent ces différents cris. Alors, on écoute. Du coup, on va regarder, hein, sur le sonagramme, si c'est ça qui est intéressant. Sur les deux premiers cris, vous noterez qu'on a des modulations qui sont relativement irrégulières et très amples, notamment en début de cri. Et elles s'amenuisent petit à petit au cours du cri. Donc ça, vraiment, c'est relativement diagnostique, hein, pour du gomme-mouche noir. Le troisième, maintenant, les modulations, on n'arrive pas à les discerner, elles ne sont pas visibles. Ça veut dire qu'elles sont très rapides. Au niveau de l'oreille aussi, on a un son très bourdonnant. C'est ici un pipi des arbres. Le dernier cri, enfin, on a deux éléments qui se succèdent avec une modulation relativement faible. En fait, il s'agit ici du cri doublé diagnostique du pipi des arbres, d'accord, de type 2. Donc, j'espère que vous avez à peu près tous eu les bonnes réponses.
Et le dernier, donc la dernière espèce, c'est le gomme-mouche gris. Donc, je m'appesantis pas dessus, on va le voir tout de suite. Sachez simplement que les cris vont être plus aigus, plus courts et moins modulés. Et on va voir ça tout de suite avec un groupe de gomme-mouche gris en migration nocturne. Alors, on est en 2023 et on est plutôt mi-mai 2023. Il est 3h50. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Allez, on écoute. Ok. Donc ici, c'est chez le gomme-mouche gris, hein, on a une sorte de scie très fin et relativement aigu. La forme sur le sonagramme, hein, vous voyez, c'est une sorte de signe égal, voire supérieur, qui est assez diagnostique. Deux bandes au motif identique, elles sont parallèles, et vous voyez qu'elles sont totalement identiques, que ce soit en intensité ou en durée, ou en forme. Entre ces deux bandes est inférieure ou égale à 1 kHz. La bande supérieure, elle est toujours inférieure à 8 kHz. Un des critères diagnostiques, on va l'écouter tout de suite, c'est la présence de dents ascendantes. Écoutez. Donc ici, je vous ai mis plusieurs cris, des cris qui sont plats sans dents et puis des cris avec des dents importantes. 1, 2, 3, jusqu'à 10 parfois. La caractéristique, c'est que ces dents, elles sont toujours ascendantes, jamais vers le bas. D'accord ? Ensuite, un autre critère aussi très diagnostique, hein, c'est que le début du cri, il est plat et que les dents apparaissent qu'à partir de la moitié, voire des 2/3 finaux du cri. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à noter. La durée moyenne des cris est d'environ 100 millisecondes avec une variabilité entre 70 et 130. Les classiques, elles sont assez nombreuses. Je vous en ai fait un petit medley. On va pouvoir écouter et regarder ça. Donc, vous avez vu, en termes de hauteur, c'est assez variable. On a aussi parfois des harmoniques qui apparaissent, donc on peut avoir jusqu'à 4 voire 6 bandes. Et les bandes peuvent être pas tout à fait parallèles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Regardez ici, on a quelques petites variations entre la bande du haut et la bande du bas, ou légèrement divergentes. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte, hein, cette variabilité à chaque fois. Le dénombrement, eh bien, on peut dire aussi, hein, que chaque individu a un motif qui lui est propre. Et du coup, sur un groupe, on peut arriver à dénombrer chaque individu qui passe dans ce groupe-là. Au niveau de la phénologie migratoire maintenant, on va avoir, c'est l'espèce en fait qui est la plus tardive, hein, migratrice nocturne que l'on puisse avoir, puisque sa migration commence à partir de la fin août et se termine à la mi-juin, avec un pic qui est attendu entre la mi-mai et fin mai. Par contre, en migration post-nuptiale, elle se calque quasiment parfaitement comme celle du gomme-mouche noir, avec un commencement fin juillet et une fin vers la mi-octobre, le mi-août et la mi-septembre. Les confusions, c'est essentiellement avec le gomme-mouche noir, mais surtout avec le rouge-gorge familier, on verra ça tout à l'heure. Je vous ai mis ici deux cris de comparaison. On va d'abord l'écouter, puis on va en discuter ensuite. La différence entre ces deux cris, hein, on peut se dire, tiens, c'est étonnant, ils sont les deux à peu près modulés, ça peut ressembler à du gomme-mouche noir. Cependant, il faut faire attention, comme je vous l'ai dit, hein, il faut regarder tous les critères.
Ici, si on regarde un peu plus précisément et si on calcule les durées, on voit que le premier cri a 85 millisecondes et le second est plus long, il a 125 millisecondes. L'écart entre les deux bandes aussi est différent. Le premier, c'est un écart d'1 kHz et pour le second, on est à plus de 1,5. Les modulations aussi maintenant, si on les... Sur le cri de gauche, on voit que le début du cri est relativement plat et ensuite les modulations apparaissent et qu'elles sont en plus ascendantes. Par contre, sur le deuxième cri, on voit que les modulations sont tout le long du cri et on voit de grandes modulations d'amplitude relativement ample en début. Donc ici, on peut être assez assuré d'identifier à gauche le gomme-mouche gris et à droite un gomme-mouche noir. Avec le rouge-gorge familier, c'est beaucoup plus compliqué à identifier les deux parfois. J'ai plus aigu, plus court, avec des bandes qui sont différentes en tant que motif et durée. Alors, on va voir ça tout de suite. Avec le rouge-gorge, ici un groupe en migration nocturne, je vous propose. On est début octobre 2022, il est 4h20. Ok, donc vous avez pu entendre ici, c'est une série de tss, très perçants, bref et vraiment très très aigus. Le cri ici va être relativement court puisqu'il va faire moins de 90 millisecondes en moyenne et ça va osciller entre 65 et 120. Il est assez difficile, il est tellement variable que trouver des critères qui soient relativement stables est difficile. Notez cependant qu'en général, on a deux bandes qui sont alors soit plus ou moins parallèles, mais à ce moment-là avec une forte pente, alors que chez le gomme-mouche gris, c'est relativement plat horizontal ou une pente relativement faible. Ou alors, ils ne sont pas du tout parallèles, donc là c'est beaucoup plus simple, et les deux bandes sont totalement différentes, soit en motif, soit en durée. Ici ce petit medley. Donc, vous voyez ici toujours des cris qui sont très aigus. On note, regardez bien ici la ligne des 8 kHz, que la bande du haut est en général supérieure ou en majorité supérieure à 8 kHz. Ça, c'est un critère qu'on va dire diagnostique. Ce type de cri supérieur à 8 kHz, on est à peu près certain qu'on est sur du rouge-gorge. Par contre, en réalité, cette espèce-là aussi fait l'objet d'une variabilité sans fin au niveau des formes et des motifs pour ces cris. Donc là, je vous ai mis encore une fois un petit medley des variabilités de cris. Donc là, c'est l'addition de tous les cris sur 2 nuits simplement. Alors, on écoute ça. Donc vous voyez qu'en termes déjà de sonorité, mais également de forme, c'est tellement variable que ça en est infini et tellement original que c'est un plaisir d'ailleurs, les moments où c'est les pics de migration du rouge-gorge, d'arriver à identifier et regarder toute cette variabilité. Chez certains, on a un motif propre par individu, ce qui permet d'identifier le nombre d'individus dans un groupe. Je vous donne aussi quelques autres cris qu'on peut entendre de nuit. Donc, je vous fais écouter, vous allez les reconnaître certainement. Donc, il s'agit des tic-tic-tic claquants et souvent émis en série qui peuvent être très très longues. Et également le tss, très perçant et traînant
que l'on peut entendre également de jour. Alors, quand vous avez ces cris de nuit, il ne faut pas les prendre en compte dans le protocole de suivi de la migration, puisqu'ils sont en très grande majorité émis par des oiseaux qui sont posés. Au niveau de la phénologie maintenant, les rouges-gorges commencent à migrer à partir de la fin février, et ce jusqu'à la fin avril, avec un pic à la mi-mars. Donc, on a normalement déjà dépassé ce pic. En migration post-nuptiale, elle débute fin août et se termine à fin, avec un pic plutôt entre la fin septembre et le début octobre. Et pour terminer, je vais vous proposer une dernière séquence d'un groupe mixte qui est passé de nuit. Alors, ça va être à vous de travailler, de voir si vous avez retenu certains des critères dont je vous ai parlé. Je vous fais écouter et en même temps, essayez d'analyser et d'identifier déjà d'une part les différentes espèces, mais aussi de dénombrer le nombre d'individus pour chacune de ces espèces-là. Ok. Donc la première chose à faire quand on a un groupe comme cela, pour essayer d'identifier les différentes espèces, c'est que l'on va par rapport à la ligne de 8 kHz qui doit être notre référence. On va déjà regarder les bandes supérieures qui dépassent ces 8 kHz. On voit bien ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 cris où on a ce cas-là. Donc là déjà on peut imaginer qu'on est sur du rouge-gorge. On regarde ensuite la forme des bandes. On voit que l'on a des bandes qui sont identiques pour 4 de ces cris. Et ce cri-ci qui est, lui, totalement différent. La bande du haut est supérieure totalement à 8 kHz et celle du bas relative. Alors que pour l'autre individu, elle est très pentue. On regarde ensuite ce qui se passe en dessous de 8 kHz. On voit qu'on a deux cris ici identiques. Les bandes sont parallèles. L'écart a l'air d'être à peu près de 1 kHz. On est ici sur du gomme-mouche gris. Enfin, deux sourcils très arqués, très broussailleux. On a ici un gomme-mouche noir. Donc, il fallait donc trouver ici qu'on avait deux rouges-gorges différents, un gomme-mouche gris et un gomme-mouche noir. Donc voilà, j'espère que vous avez pu arriver à entendre à peu près de façon correcte les différents sons que je vous ai fait écouter, que vous avez à peu près réussi cet exercice-là. Alors ça a été un peu laborieux, je suis vraiment désolé. Je pensais que ça aurait fonctionné un peu mieux. Je tiens à remercier toute la communauté des NodeMiggers, en particulier pour leurs nombreux échanges et leur apport de connaissances à Paul Coiffard, Macmillan Rochefort, Louis Salé et Stanislas Rosa. Et je vous incite à aller voir, bien sûr, les sites internet de The Sound Approach et du projet Vol de nuit porté par la LPO. Et bien sûr, le livre de La migration nocturne par le son de Stanislas Rosa et de Julien Rochefort. Voilà, j'espère que c'est bien passé. Je vais arrêter le partage. Dans le général, c'était quand même pas mal. Il y a eu quelques petites coupures, mais c'était vraiment. Ouais, je suis vraiment désolé que ça a été aussi galère. Non, c'est bon, t'inquiète pas, on a eu le principal, et comme je le disais pendant que tu te déconnectais un peu tout à l'heure, je mettrai les sons originaux sur le montage de la rediffusion, donc il y aura une rediffusion un peu plus pratique pour ceux qui veulent se refaire ça, et puis ça peut être l'occasion de retester un peu ce qu'on a appris. Mais je tenais à rappeler que c'est un complexe d'espèces vraiment complexe pour le coup. C'est pour moi ce qu'il y a de plus difficile comme espèce. Enfin, en tout cas, c'est des espèces qu'on a beaucoup et qui sont pas simples d'identification avec des chevauchements de phénologie. Donc c'est un sacré défi d'être à l'aise dans cette action-là. Et c'était bien que tu sois là pour nous présenter tout ça. Donc merci beaucoup pour tout ça et puis pour le temps que tu avais passé. En tout cas, c'était vraiment chouette. Merci à toi, écoute. Bon, j'espère que pour les personnes présentes, ça n'a pas été trop galère de suivre. Comme tu disais, voilà, on pourra avoir
retour de l'enregistrement avec des sons qui... Ton son coupe un petit peu des fois. Je pense que c'est depuis que tu t'es mis sur le navigateur. Mais bon, c'est pas, on comprend généralement ce que tu dis, donc il n'y a pas trop de problème. Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main et je vous autorise à ouvrir votre micro, soit vous pouvez les poser dans le chat si vous avez envie. Il y a des points que vous voulez éclaircir, ou même si vous avez des questions plus larges sur vol de nuit en général, ça peut aussi être l'occasion d'échanger. Il y a une question de Stan dans l'onglet questions-réponses qui dit que vu que chaque oiseau possède sa propre signature sur les gomme-mouches noires en particulier, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des différences liées à l'âge chez les oiseaux de l'année versus les adultes en migration post-nuptiale, par exemple? Ça, c'est une question qui vaut un peu pour toutes les espèces. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de connaissances pour essayer d'âger, au moins par le cri, que ce soit les gomme-mouches comme la plupart des autres espèces, à part vraiment certaines où on a vraiment un cri typique des jeunes. Mais non, là, on ne peut pas dire si on est face à des adultes ou des immatures, quoi. Ça me paraît un petit peu dur aussi. Et puis, dans la proportion des gomme-mouches noires qu'on voit à l'automne sur la façade atlantique, ça a l'air quand même d'être en grande partie des jeunes, mais bon, c'est difficile d'arriver à trouver. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses séparations entre deux types de cris. C'est plutôt un gros gradient sur tous les paramètres. Donc, Après, je ne sais pas si la question a été posée par rapport au graphique phénologique, parce que c'est vrai que sur le gomme-mouche noir, on voit un petit pic fin août et un autre pic plus vers début septembre. On pourrait s'imaginer que ça pourrait être un pic d'adultes et puis un autre pic d'immatures ou de jeunes. Mais bon, ça, c'est très compliqué à identifier, au moins par l'écrit. Ça peut être sur le bagage, je ne sais pas ce qu'il en est. Il y a peut-être une différenciation au niveau de la phénologie adulte et jeune, mais bon, ça serait à voir. Est-ce qu'il y a des horaires de passage en particulier? Les nuits, on va dire que ça peut commencer relativement tôt et jusqu'au lever du jour. Ouais. Donc, non, pas vraiment. Ça peut être un petit peu tout le temps. Le gomme-mouche à collier est-il contacté parfois, étant dans l'est de la France, pas loin de la pop nicheuse? Alors oui, Valentin, j'avais eu un cri un petit peu bizarre, un petit peu montant, très modulé. Après discussion avec Magnus Robb il y a quelques années, il avait identifié comme un possible gomme-mouche à collier. Mais j'en ai pas su plus, sachant que de cris de migration nocturne du gomme-mouche à collier. Alors, je sais que Magnus Robb avait une station de migration qu'il voulait mettre, je ne sais plus si c'était du côté de Malte ou quelque chose comme ça, pour essayer justement de cibler cette espèce-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de retour de sa part. Donc, c'est encore compliqué. Donc, j'ai un cri qui pourrait correspondre, mais il n'y en a aucune certitude encore aujourd'hui. il faut voir s'il y a plus de stations qui se développent dans l'est de l'Europe sur la vraie voie de passage de l'espèce, si on pourrait avoir des cris qui se distinguent des gomme-mouches noires, il faut voir. Mais c'est vrai que j'ai pas connaissance non plus de grosses différences sur cette espèce-là. De souvenir de ce que m'en disait Magnus Robb, c'est que du côté de Malte ou même plus à l'est, normalement c'est moins l'axe de migration du gomme-mouche noir. Donc ce qui déjà, si on contacte du gomme-mouche type noir, ça pourrait être probablement du collier, quoi. Donc ça permettrait d'arriver à différencier, mais pour l'instant, on n'a pas de retour là-dessus. J'ai le micro qui coupe parfois, je ne sais pas si tu m'entends bien. Mais... Ouais, ça fait des tout petits sauts d'une seconde ou quelque chose comme ça, mais
c'est depuis que tu es passé sur le navigateur, mais c'est pas très simple. On t'entend quand même pas mal. Olivier qui dit variation sur la question de Stan, l'exercice de comparer des types de cris selon la phénologie a-t-il été fait sur ces espèces ou d'autres en OCMIG? Moi, je ne l'ai pas fait, mais vas-y. J'ai pas entendu en fait la question là, ça. Olivier qui demande l'exercice de comparer des types de cris selon la phénologie a-t-il été fait sur ces espèces ou d'autres en OCMIG? J'ai pas connaissance de ce type d'exercice-là, ça me dit rien. Non, j'ai pas trop de raison de croire qu'il y aurait des grosses variations des cris en fonction du temps. Effectivement, l'hypothèse des différentes phénologies en fonction des âges des oiseaux pourrait être une source de différenciation des cris, mais ça n'a pas l'air de se confirmer en tout cas. Une bonne façon de mettre ça en œuvre, c'est quelque chose qu'on vous avait déjà recommandé la dernière fois, c'est d'essayer sur vos propres cris au fur et à mesure de la saison, moi c'est ce que je fais, ce qui est assez formateur, c'est de les extraire tous vos cris identifiés avec certitude des espèces comme ça qu'on a en abondance, et les mettre dans une compilation où vous mettez tous vos cris à la suite. Ça vous permet quand vous avez un cri non identifié, de le mettre directement à la suite des autres cris identifiés de manière certaine, et de voir directement s'il dénote ou pas, ou s'il rentre vraiment dans le moule des autres cris. Et ça, c'est quelque chose qui est très formateur et qui vous permet aussi de voir en un coup d'œil une grande quantité de cris. Vous faites des compilations, des fichiers de projet Audacity, et c'est vraiment pas mal. Faire ça avec les grives, les gomme-mouches, les pipites, toutes les espèces qu'on a en grande quantité. C'est vraiment pas mal. Et ça permet aussi de voir, c'est pour ça que je pensais à ça, parce que du coup, par exemple, sur la compil des gomme-mouches noires, moi, je n'ai pas l'impression de voir de différence sur la phénologie, sur tous mes cris de l'automne, par exemple, mais ça peut être à creuser, ouais. Effectivement, Stan, il y a une grosse différence de détection acoustique du post-nuptial versus le prénuptial chez les gomme-mouches noires. Et je pense que c'est en partie dû à des stratégies de migration différentes à l'automne et au printemps. Et au fait qu'à l'automne, on récupère énormément de jeunes gomme-mouches noires sur la façade, en France et sur la façade atlantique notamment. Je pense que c'est en partie à cause de ça. Et puis la phénologie de passage au printemps est quand même plus faible, donc ça laisse moins de temps aux oiseaux de passer. Enfin, la fenêtre de tir est plus faible. Mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant quand on montre une phénologie sur Tractelen du gomme-mouche noir. C'est comme s'il n'y avait pas de passage printanier. Il est très faible, mais il est présent, alors qu'à l'automne, c'est une espèce qui est quand même assez régulière pour les suivis acoustiques. Je pense que ça peut être dû aussi au type de migration. C'est vrai que le sud-ouest de la France est connu maintenant comme une zone de halte et d'engraissement en fait, par le bagage pour les gomme-mouches noirs, même gris. C'est vrai qu'on a des matinées avec des tombées de plusieurs dizaines, voire centaines de gomme-mouches qui sont vues, entendues dans les campagnes ici aux alentours. Donc je pense que du coup, de nuit, ils doivent passer à moindre altitude, ce qui permet de mieux les au printemps. Sur le retour. Moi, je pense qu'on a les Pyrénées pas très loin. Je pense qu'elles passent beaucoup plus hautes en altitude et que pour les capter, il faut vraiment un phénomène météo particulier, un blocage météo qui favorise la détection. Je pense à ça notamment parce que l'an dernier, vers le 20 mai, j'ai eu un déblocage assez extraordinaire sur 2 nuits de gomme-mouche gris, mais aussi de gomme-mouche noire. Donc plus d'une centaine d'ailleurs là sur la phéno là que j'ai montré, il y avait une sorte d'artefact qui apparaissait fermé. En fait, j'en ai eu énormément, donc c'est certainement des conditions météo qui ont fait que les oiseaux ils ont baissé en altitude ce jour-là ou ces 2 nuits-là et qui a permis de les détecter. Mais du coup, je pense que en post-nuptial, on arrive à capter ceux qui sont en migration à faible altitude quand ils descendent vers leur zone d'engraissement, ou de halte, on va dire. Et par contre, en prénuptial, les oiseaux qui remontent, ils se dépêchent d'aller et à plus haute altitude, du coup, la détection est beaucoup plus compliquée, quoi.
pour nos micros Puis, des maisons. c'est vrai que aussi, les cris de gomme-mouche sont quand même assez aigus et c'est quand même des fréquences qui portent pas énormément dans l'espace aérien par rapport à des cris très graves. Donc je pense que si les oiseaux passent assez haut, on les entend très rapidement plus. Après aussi, je pense qu'il y a vraiment une question de différence de stratégie géographique avec au printemps des oiseaux qui passent beaucoup plus à l'est. On voit beaucoup plus de tombées de gomme-mouche sur la façade méditerranéenne et la vallée du Rhône notamment, qu'on n'a pas trop, enfin en tout cas les gomme-mouches noires, qu'on n'a pas trop au printemps sur la façade atlantique. Donc le passage est un peu plus décalé. Ça sera intéressant de regarder sur des stations qui sont vraiment situées à l'extrême sud-est, voir s'il y a des différences. Mais effectivement, il y a grosse différence. Il y a Yves qui demande s'il y a de grosses différences d'activité sur ces deux espèces de gomme-mouche entre les deux stations de Tarnos et d'Anglette. Alors, j'ai pas trop de recul sur celle d'Anglette où je n'ai enregistré qu'à l'automne dernier. Ce que je peux dire, c'est qu'on a des nuits exceptionnelles dans les deux cas. J'ai même eu plus de contacts sur Anglette, donc au plus proche du littoral, sans que ça puisse. Voilà, ça s'est joué sur 2-3 nuits, donc c'est peut-être pas représentatif non plus, mais ouais, ça tendrait à dire qu'on a encore plus de concentration sur le littoral. Mais bon, ça c'est encore à démontrer. J'ai aussi un ami qui a enregistré un peu plus à l'intérieur des terres, qui avait aussi de grosses nuits, mais en quantité bien inférieure à celle que j'avais à 5 km du littoral. Donc effectivement, on pourrait imaginer une concentration qui se fait plutôt littorale sur le gomme-mouche noir et aussi sur le gomme-mouche gris d'ailleurs. Stanislas dit que en Camargue, les gomme-mouches noirs ils sont présents en journée, mais par contre on les capte pas du tout la nuit. Donc c'est vrai que par rapport à ce que je disais, une altitude inférieure, on devrait arriver à les capter. Effectivement. C'est peut-être pas l'argument qui détermine la chose. Après, ils arrivent du coup de l'océan Méditerranée, donc il faut vraiment les choper entre la Méditerranée et le micro là où tu l'as mis en Camargue. Mais bon, ouais, c'est effectivement. Si vous voulez intervenir et discuter, si vous pouvez juste lever la main et parce que, en fait, je peux pas désactiver tous les micros d'un coup. Ouais. Il y a d'autres remarques. C'est sur la compilation dont tu parlais, Paul, je pense, par espèce. C'est vrai que ça, c'est très intéressant à faire. Hein. C'est ce que je fais aussi et que je vous invite à faire. Un fichier projet de compilation. Voilà, par espèce, en fait, c'est ça. Typiquement, je peux vous montrer ce que j'ai sur. J'ai vraiment une série d'une cinquantaine ou d'une centaine de cris avec toutes les variations possibles enregistrées. Et du coup, quand j'ai un cri, quand j'ai un doute, je peux faire juste un copier-coller à l'intérieur et voir, comme tu le disais, si ça rentre dans le pattern, dans le moule, ou si c'est vraiment totalement aberrant en termes de fréquence, de durée, etc. Donc ça, oui, ça je pense qu'on a tous plus ou moins nos référentiels sur chaque espèce, que ce soit pour le bruant ortolan. On n'a pas entendu la liste d'espèces que tu as dit, ça a coupé au moment où tu as parlé du bruit ortolan. Ouais, bruant ortolan, les grives, différents cris de grives et autres espèces de passereaux aussi, hein, où c'est assez variable. Ouais, c'est pas mal pour tous les Noir, cris courts. Ouais, pour tous les cris courts qui sont facilement comparables visuellement, comme ça, c'est vraiment pas mal de faire des séries comme ça. Donc au début, c'est un peu laborieux quand on commence, mais rapidement, on a une belle série et c'est vraiment chouette de pouvoir tout comparer à la suite. On a peut-être laissé passer des questions dans le fil. Hein. N'hésitez pas à les reposer pour les faire revenir en avant.
Non, je vois rien d'autre. Ouais. Ouais, Stan, j'y pensais à partager. Enfin, je vais partager mon écran. Hop. Ah, ça a coupé, désolé. Ah. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah ouais, super. Voilà, donc ça c'est moi, je l'organise comme ça. Donc c'est un peu bon, c'est un peu, il y a des espèces pour lesquelles je l'ai pas trop fait, mais je l'ai fait principalement sur les pipites des arbres, gommouche gris, gommouche noire, rouge-gorge, grive, merle aussi, et ça permet voilà, d'afficher visuellement tout rapidement. Quand on a un cri, on le glisse dans la compilation et ça ressort tout de suite. Effectivement, Stan, je pense que je partagerai un fichier de projet sur le site avec une sélection d'espèces, avec des cris de bonne qualité, parce que là, en fait, je mets du tout venant pour que ça soit pour que ce soit assez. Donc, vous des cris de moins bonne qualité et des cris de bonne qualité pour pouvoir vraiment comparer tout type de cris. Ouais, c'est ça. Après, je ferai peut-être une sélection avec des cris un peu plus qualitatifs. Mais ce qui est bien quand vous le faites vous-même, c'est que vous avez accès enfin, vous avez vos paramètres d'enregistreur et vous avez le même fond sonore tout le temps. Donc c'est pas mal d'avoir une base commune, mais je vous invite vraiment à le faire aussi vous-même au fur et à mesure, comme ça vous aurez vos propres cris avec vos propres paramètres de micro, votre propre taux d'échantillonnage et le même bruit de fond, théoriquement, si vous gardez les mêmes paramètres. Donc, ce sera plus facilement comparable. Mais oui, je ferai un fichier de projet partagé, en espérant que ça passe sur le site, parce que le site admet pas trop les fichiers très très lourds. J'essaierai de le faire quand même. Donc voilà, je l'ai fait sur les espèces très abondantes, mais ça peut être fait sur pas mal d'autres espèces. Ouais, l'imicole par exemple aussi, hein, on a quand même pas mal de variations de cris, c'est intéressant Ouais, complètement, ouais. de les avoir. Ouais. Ouais, c'est sûr. Bah, après, le problème, c'est avec les grandes séries de cris, par exemple, les courlis, corlieux, qui font des cris un peu longs, c'est moins visuel, quoi. Ah oui, L'avantage, ouais, c'est sûr. là, c'est qu'on a des belles comparaisons. On change les fréquences enfin, les tailles de fenêtre parce que ça ne suit pas avec l'enregistrement du projet, mais là, ça fait des belles séries assez visuelles. Yes. Voilà. Est-ce qu'il reste d'autres questions? On vous a déjà pris 1h10 de votre temps. Si vous n'avez plus trop de questions, je propose qu'on arrête là. Fred, encore une fois, grand merci. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir, malgré les petits soucis techniques. J'espère que ça aura été quand même compréhensible pour tout le monde. Et puis si jamais, voilà, on va essayer, je vais essayer de faire un montage assez un peu plus condensé en supprimant les moments de coupure et en mettant les sons originaux dans le montage pour que ce soit plus clair. Voilà, donc grand merci à vous. Et puis si jamais vous avez des questions sur le projet, sur la migration nocturne en général, on reste disponible sur l'adresse mail de Vol de Nuit. Et aussi, je vous invite aussi à aller sur le Discord. Donc, le lien est sur la page de Vol de Nuit. Donc, si vous tapez Vol de Nuit LPO, vous arrivez sur le site et il y a le lien pour rejoindre le Discord. Je trouve que c'est pas mal en ce moment. Il y a pas mal d'échanges sur l'identification des cris, sur des cris mystères. Ça permet d'apprendre pas mal sur des cris qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ou certains types de cris. C'est vraiment pas mal. Je vous invite à aller dessus. Il y a pas mal de gens actifs. Ça peut être l'occasion de se retrouver sur Discord par la suite. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes écoutes nocturnes et des bonnes observations tous les jours. Et là, on arrive dans des périodes qui vont être pas mal intéressantes en termes de diversité et sans l'angoisse des nuits à grive de l'automne. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Puis à une prochaine fois. Merci beaucoup, au revoir.